Ouais, bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette 5e séance de la série de webinaires Mégadonnées et techniques avancées démystifiées. Donc, aujourd'hui, le 13 octobre, j'ai le grand plaisir d'accueillir Carl Saint-Pierre, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui va diriger un atelier sur les problématiques, les questions de recherche, la modélisation des données et l'analyse, donc un premier aperçu. Carl Saint-Pierre est statisticien de formation. Il travaille à Polytechnique depuis plus de 25 ans. Donc, il a énormément d'expérience. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Ça nous fait grand plaisir de l'accueillir. Bienvenue. Alors, bienvenue à tous. Comme Mme Baudry, comme Catherine en a parlé un petit peu, alors aujourd'hui, le but de l'atelier, c'est vraiment de voir la relation entre problématiques, questions de recherche et les données. Alors, nous verrons aujourd'hui, bien sûr, un survol de la recherche, l'élaboration du design de recherche pour relier les données à la problématique et à la question de recherche, passage du théorique à l'empirique, donc d'après une théorie, d'après des concepts, d'après des relations, d'après nos hypothèses, quel type de données qu'on a besoin, le monde empirique, type d'échelle, mode de collecte de données, et finalement, du moment que nous avons nos données, qu'est-ce qu'on fait avec? Le nettoyage, génération des variables de recherche afin de répondre, de corroborer nos hypothèses ou les non corroborées. Alors, survol de la recherche, le premier point que nous allons couvrir aujourd'hui. La recherche peut être expérimentale, post-théorique ou appliquée. Expérimentale, je veux savoir l'effet d'un médicament, le potentiel d'un médicament. Post-théorique, d'après une théorie. D'après une théorie, je vais avoir des hypothèses, puis je veux vérifier s'il existe des relations entre la collaboration et l'innovation, par exemple. Ou la recherche peut être appliquée. Donc, ça va répondre le problème va s'adresser directement à la communauté des praticiens. On veut améliorer un processus de travail, donc c'est pratico-pratique, c'est vraiment appliqué. On va se donner un peu de vocabulaire aujourd'hui. La définition de la recherche, c'est quoi? C'est une étude systématique qui vise à obtenir des informations pour répondre à un problème de recherche. Maintenant, est-ce que c'est un problème théorique ou appliqué? Donc, la théorie, c'est tout simplement un problème de conception, de relation entre les concepts théoriques. Ça peut être un problème de méthodologie. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux chercheurs, à la génération de connaissances. La recherche appliquée, c'est tout un problème pratique. Donc, on s'en va directement, ça s'adresse directement aux professionnels. C'est orienté vers la résolution de problèmes immédiats. Un bel exemple de ça, c'est que je veux améliorer un processus de travail, je m'en vais en organisation, je fais des observations, je remets des recommandations et je fais les changements pour améliorer l'efficacité ou l'efficience du processus de travail. Les objectifs de la recherche, ça sert à témoigner. On témoigne de ce qu'on observe. Ça sert à décrire une population. Ça sert à expliquer des phénomènes et à prédire. Prédire quoi? Si j'augmente 100 000 $ de subvention à une équipe de recherche, j'augmente combien de plus la probabilité de publier ou d'être cité? Donc, pour chaque unité de subvention, combien de plus que j'augmente la probabilité de publier? Donc, on fait de la prédiction. Maintenant, la diffusion de la recherche. Alors, quand vous diffusez votre recherche, qu'est-ce que vous avez dans votre rapport? Vous avez une introduction, vous avez le corps du rapport. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le corps du rapport. L'analyse de la littérature, la méthodologie de la recherche et les résultats. Donc, si je veux relier la problématique, ma question de recherche aux données que j'ai besoin,
c'est vraiment dans le cadre du rapport qu'on va s'adresser aujourd'hui. Et finalement, quand on a terminé ça, on discute de nos résultats et on conclut. Alors, le corps du rapport. On présente les travaux et les résultats antérieurs qui concernent la recherche. On fait un constat. On regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait sur le plan empirique, aussi bien sur le plan qualitatif. On regarde, est-ce qu'il reste encore des questions qui n'ont pas été répondues et pourquoi c'est important d'y répondre? On soulève une problématique, on arrive avec un constat, une question de recherche et à la question de recherche, je vais tenter d'y répondre. Donc, pour récapituler, on présente les travaux auxquels se réfère la recherche, on montre les lacunes dans la littérature quant au sujet en mettant en évidence les points qui ont fait l'objet d'études empiriques et ceux qui n'ont pas encore été exploités. Donc, il faut regarder le gap. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Puis pourquoi c'est important? Et dans quelle mesure je contribue à l'avancement de la recherche. Maintenant, la méthode de recherche, c'est comment je vais la faire, cette recherche-là. Ce n'est pas votre recherche, c'est comment je vais le faire. C'est quoi les outils dont j'ai besoin, les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir répondre à ma question de recherche. Alors, il faut se poser une série de questions. Les questions qu'il faut se poser, c'est comment la recherche va-t-elle être menée? C'est quoi le type de recherche que je veux faire? Est-ce que c'est une recherche exploratoire, une recherche causale, longitudinale? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire une étude qualitative ou quantitative? C'est quoi le terrain d'étude? Alors ici, par exemple, pour savoir combien de dollars, si j'augmente de 100 000 $ combien de plus que j'augmente la probabilité de publier? Bien, voyez-vous, mon terrain, c'est qui? Ce sont les chercheurs universitaires. Donc, comment ont été collectées les données? Est-ce que je les collecte par questionnaire, par simulation, par plan d'expérimentation, par base de données secondaires? C'est quoi l'environnement? C'est des données qui sont collectées en laboratoire, dans la vraie vie? Auprès de qui? Combien d'individus j'aurais besoin? Combien d'observations pour répondre à ma question de recherche? Comment ont été mesurées nos variables de recherche? Comment on a codifié nos variables de recherche? Comment ont été construites les variables de recherche? Donc, tout ça, c'est de la méthodologie. C'est des choses qu'on doit se poser au départ, qu'on devrait avoir en tête. Le corps du rapport maintenant, on présente les résultats. On présente ce qu'on obtient d'après la base de données qu'on a recueillie. Les résultats doivent répondre à la question de recherche. Elles supportent ou infirment les hypothèses énoncées préalablement. Que vous supportez ou que vous ne supportez pas vos hypothèses, dans tous les cas, le résultat vous donne toujours de l'information. C'est toujours une information pertinente. Ce n'est pas parce que je ne corrobore pas que forcément, ce n'est pas bon. Peut-être que momentanément, je ne l'ai pas observé et que dans une autre étude, on pourrait l'observer. Le point numéro 2, aujourd'hui, l'élaboration du design de la recherche. Je vous dirais que ce point-là, il est très important parce que là-dedans, on retrouve comment est-ce qu'on va aller, le type de données qu'on a besoin, comment est-ce qu'on va les collecter, qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on a besoin. On doit planifier les données qu'on a besoin. Et c'est dans le design de la recherche qu'on va faire cette planification-là. Et bien sûr, ces données-là que vous avez besoin, bien, ils sont sous-jacentes à la problématique que vous avez, à votre question de recherche. Donc, c'est important de bien construire son design de recherche. Plus il est réfléchi, plus vous allez anticiper les problèmes ou les difficultés, puis plus vous allez être capable d'y pallier et d'y trouver des solutions. Alors, le design de la recherche est
vous dirais que le mot-clé là-dedans, la dernière phrase, c'est la plus importante. C'est la planification du projet de recherche à partir des hypothèses jusqu'à l'analyse de données. Il faut que je sois capable de visualiser ce bout de chemin-là en recherche. Donc, c'est un plan qui vous permet de sélectionner les sources de données, donc l'information elle-même, le type de données que j'ai besoin, les variables et les échelles, pour répondre à la question de recherche. Et ainsi de suite, ça inclut aussi le cadre conceptuel qui spécifie les relations entre vos variables. Alors, de façon schématique, vous avez au centre ici l'élaboration du design de recherche. Donc, si je sais quel résultat que je devrais avoir, bien, ça me dit exactement quel type d'analyse statistique je dois faire, quel type d'analyse, quel type de méthodologie d'analyse statistique que j'ai besoin de faire pour répondre à cette question de recherche-là. Si je sais quelle analyse statistique que je dois faire, je sais à ce moment-là quelles données que j'ai besoin. Et si je ne les ai pas, à ce moment-là, est-ce que je peux faire des transformations pour arriver à cette donnée-là? Maintenant, dépendamment des données que j'ai besoin pour l'analyse statistique, ça va me dire aussi comment est-ce que je dois les recueillir, quel type d'échelle que je dois avoir, quel type de variable que je dois avoir. Alors, voyez-vous, à partir de l'étape 4, l'élaboration du design, c'est vraiment faire le chemin à l'inverse. Donc, il faut être capable d'anticiper et de prévoir ce que j'ai besoin pour finalement aller chercher l'information dont j'ai besoin. Maintenant, les questions qu'il faut se poser quand je fais mon design de recherche, quant aux résultats. Alors, quant à la méthode d'analyse de données, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre des résultats souhaités, de la nature des données puis des hypothèses que vous avez. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que la méthode retenue, la méthode statistique, répond à ma problématique? Ça, c'est primordial parce que sinon, il n'y a plus de recherche. La méthode retenue permet-elle d'arriver au type de résultat souhaité? C'est quoi les conditions d'utilisation à cette méthode-là? Il y a des prérequis, bien souvent. Quelles sont les limites ou les faiblesses? La méthode retenue est-elle la meilleure? Est-ce qu'il en existe d'autres? Est-ce qu'elles peuvent être complémentaires? Est-ce qu'elles vont me donner plus d'informations pour mieux me permettre de cerner, de comprendre la nature du problème? Et l'interprétation. Ai-je les compétences? L'utilisation d'une méthode complémentaire permet-elle d'améliorer l'analyse? Donc, ça, c'est des questions que vous devez vous poser quant à l'analyse statistique. Maintenant, quant aux données, quant au recueil de données, alors vous avez 5 points qu'il faut considérer. Nature des données. Quelles sont les informations dont j'ai besoin pour répondre à ma problématique? C'est quoi les informations que j'ai besoin d'aller chercher? Le type de données est-il adapté à la méthode d'analyse retenue? Alors, si moi, j'ai une variable binaire ici, qui est je publie ou je ne publie pas, puis je veux faire une OLS, une régression linéaire simple, qui demande une variable continue, bien, je n'ai pas la bonne donnée pour pouvoir faire cette analyse statistique-là. Le mode de collecte de données. Est-ce que le mode de collecte de données est-il adapté à votre problématique? Permet-il de recueillir les données? Donc, votre mode de collecte de données, c'est votre questionnaire, c'est vos simulations, c'est votre plan d'expérimentation, c'est vos analyses de données, c'est votre base de données secondaire. La nature du terrain d'observation. Le terrain choisi permet-il de répondre à la problématique? Est-ce que ma taille de l'échantillon est suffisante? Est-ce que la composition de l'échantillon pose un problème? Si moi, je fais une étude, par exemple, sur les chercheurs universitaires, puis je me retrouve ici avec des secrétaires de direction, bien, ça ne marche pas. Je n'ai pas des bons répondants. La source des données. Alors, quant aux sources des données, ceux qui fournissent l'information, hein, voyez-vous ici, là, je m'adresse au secteur universitaire, puis c'est
c'est qui va me donner l'information? Si je pose un questionnaire aux chercheurs, ben, c'est le chercheur qui va me donner l'information. Si je m'adresse au bureau de la recherche, ben, les autres, ils peuvent me donner des bases de données secondaires. Ils vont me donner encore de l'information. Alors, les questions qu'il faut se poser, l'interlocuteur ou les interlocuteurs sont-ils aptes à me donner toutes les informations? Sinon, ben, est-ce qu'il en existe d'autres qui peuvent venir compléter cette information-là? Si oui, est-ce que ce sont les meilleurs? Est-ce que les données secondaires correspondent-elles à celles que je recherche? Y a-t-il d'autres sources? Les données secondaires, bien souvent, c'est des données que vous n'avez pas formatées vous-même. C'est des données, ça peut être des données publiques, on vous donne des données agrégées. Est-ce que les données agrégées sont suffisantes pour répondre à ma question de recherche? Peut-être pas. Mais est-il possible d'améliorer ces données avant de les traiter? Maintenant, la faisabilité, le coût et la durée, bien sûr, du recueil de données. Si le recueil est trop lourd, est-ce que je peux sous-traiter? Je vous dirais que quand vous administrez un questionnaire face à face, en entrevue, bien, vous devez vous assurer que chacun des intervieweurs ont eu la même formation pour ne pas venir entacher la fiabilité et la validité de la recherche, pour pas qu'il y ait une mauvaise compréhension due à l'intervieweur. Si, le mode de recueil de données nécessite-t-il une formation particulière? Si oui, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux les acquérir? Mon terrain, mes sujets d'observation sont-ils accessibles? Si moi, je fais une étude sur les barrages électriques, hein, le risque d'un bris, la durée de vie d'une turbine, des fois, ben, je vais être obligé d'aller directement sur le site même, rencontrer le directeur. Des fois, ils sont sur rotation. Il y a des difficultés quant au recueil de données. Ça, c'est des choses qu'on doit anticiper. C'est difficile de maintenir la relation entre vous et le terrain. Plus vous êtes préparé, plus vous êtes au courant des contraintes, plus ça sera facile pour vous de mieux gérer, de mieux pallier aux difficultés qui pourraient se présenter à vous. Maintenant, quant aux résultats, les questions. Est-ce que les résultats prévus répondent à la problématique? Ces résultats se rattachent-ils correctement à la revue littérature? Est-ce que j'ai besoin de revenir à la revue littérature parce qu'il y a des choses que j'ai observées que je n'avais pas vues dans la revue littérature? C'est quoi mon apport à la recherche? C'est quoi ma contribution à la recherche? La contribution de mes résultats? C'est quoi le degré de généralisation et de compréhension? Est-ce que je cherche à généraliser, donc une validité externe, ou je cherche une compréhension en profondeur, donc une validité interne? Un exemple de design de recherche. Alors, je vais le lire avec vous, puis je trouve que cet exemple-là complète assez bien ce que l'on vient de dire. Alors, la problématique ici, c'est pourquoi le dirigeant résiste ou pas à une OPA. Une OPA, c'est quoi? C'est une prise de contrôle. Hein? Donc, le cadre théorique, on a trois théories. On a la théorie de l'agence, la théorie du sommet, puis la théorie de l'agence, théorie des choix stratégiques et la théorie du sommet hiérarchique. On élabore 5 hypothèses faisant intervenir le système d'incitation dont bénéficient les dirigeants des entreprises attaquées par les caractéristiques individuelles des dirigeants. La démarche choisie, test d'hypothèse, le recueil de données, une base de données conçue à partir de documents d'archives. Donc, ça, c'est votre source. Il va y avoir 2 sources ici. Les documents d'archives, informations financières, rapports financiers publiés, d'une part, et d'autre part, des données financières secondaires qui peuvent venir d'une institution publique, comme le ministère du Revenu. Un échantillon, maintenant, de 400 entreprises, donc le nombre d'observations de ma base sera 400 entreprises. De quoi? Des entreprises qui ont fait l'objet d'une OPA. Où ça? Aux États-Unis. Et à quel moment? De 1986 à 1989. Votre terrain, ce sont les entreprises américaines qui ont
été l'objet d'une OPA, d'une prise de contrôle. Les variables que nous allons utiliser pour essayer de tenter de comprendre qu'est-ce qui fait que je résiste une OPA ou pas. La variable dépendante, c'est une variable dichotomique. Donc, est-ce que j'ai été absorbé, oui ou non? Est-ce que j'ai résisté ou non? Les variables indépendantes pour comprendre le phénomène seront le pourcentage d'action de l'entreprise détenue par son dirigeant, les 3 variables relatives à l'existence de l'importance de parachutes dorés destinées à dédommager les dirigeants en cas de changement de direction suite à une OPA, 2 variables relatives à l'âge du dirigeant et son ancienneté au poste qu'il occupe. Nous allons contrôler le système par la taille de l'entreprise, sa performance relative par rapport au secteur d'activité, l'importance de la prime d'acquisition, ainsi que plusieurs variables relatives à la composition de l'actionnariat, donc au conseil d'administration, des propriétaires. Comme notre variable à expliquer est binaire, 0,1, donc j'ai résisté ou pas à la prise de contrôle, nous allons faire une régression logistique. Résultat attendu à part de la recherche, test de 3 théories dans un domaine d'application particulier, la réaction des dirigeants d'entreprise face à une OPA. L'objectif de la recherche est d'apporter une meilleure compréhension du comportement, qu'est-ce qui fait que je résiste ou pas à une OPA. On voit très bien que ces variables-là, si j'en prends juste une, on va prendre une variable de contrôle, par exemple, la performance relative au secteur d'activité. Donc, je peux m'attendre à ce si je suis très performant dans mon secteur, ça va être beaucoup plus difficile de venir m'absorber. Hein? Ça va prendre une approche beaucoup plus agressive pour m'absorber. Si je regarde, par exemple, les caractéristiques du répondant, bien, si je suis plus jeune, peut-être que c'est plus difficile de venir me chercher, ou mon ancienneté au poste. Si ça fait longtemps, puis c'est moi qui l'ai construit, cette entreprise-là, peut-être que je suis un peu farouche à me faire absorber. Alors, ces variables-là ici vont tenter d'expliquer les déterminants ou les caractéristiques, ces déterminants-là qui peuvent contribuer à ou faciliter ou réduire la probabilité d'être absorbé. Donc, si je sais, d'après les résultats que j'ai besoin, quel type d'analyse, voyez-vous, j'ai besoin d'une régression logistique. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma régression logistique? J'ai besoin de ma variable dépendante, soit quoi? Soit binaire. Alors, est-ce que j'ai été absorbé ou non? Maintenant, je sais exactement quelle variable que j'ai besoin pour qu'est-ce que je dois aller mesurer sur le terrain pour venir voir si ça a un effet sur la prise de contrôle ou pas. Donc, voyez-vous, vous avez un bon exemple ici d'un design de recherche. Le point numéro 3, maintenant, quand on passe du théorique à l'empirique, donc le théorique, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances, des théories, des définitions, des concepts de collaboration, d'innovation, je les définis, puis je les mets en relation. Maintenant, cela dit, dans la vraie vie, il faut que j'aille collecter les données. C'est quoi les collaborations? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui travaillent ensemble? L'innovation, c'est quoi? Est-ce que c'est le nombre de nouveaux procédés, de nouveaux produits? Est-ce que c'est de l'open innovation? Donc, il faut que je ramène ça dans la vraie vie. Il faut que je trouve un proxy dans la vraie vie pour venir mesurer ces concepts théoriques-là qui sont définis. Alors, le passage du monde théorique à l'empirique, c'est tout simplement relier les concepts de la littérature à des données physiques dans la vraie vie. D'être capable d'aller mesurer ces concepts-là. Donc, le monde théorique, on vient de le dire, c'est l'ensemble des connaissances telles que les concepts, les modèles, les théories disponibles, les hypothèses, les propositions. Le monde empirique, c'est les données que je vais avoir besoin pour aller mesurer ces concepts-là, ces variables de recherche. Alors, comment est-ce que je peux le faire? Bien, ça peut provenir d'une réunion, ça peut venir des observations, des événements, ça peut venir des archives, ça peut être
par questionnaire, je peux aller chercher de l'information par questionnaire, par simulation, par plan d'expérimentation. Je peux faire un mix des deux, faire un plan d'expérimentation puis administrer un questionnaire après, ou des données secondaires. Où on repère les mesures. Comment est-ce qu'on repère nos mesures, nos concepts? Alors, on les repère à partir de la littérature, donc tout article scientifique, les articles, les thèses, les mémoires, tout ouvrage scientifique. Dans les ouvrages scientifiques, on va vous dire, bon, bien, la collaboration, on va vous donner les définitions et on va vous dire comment est-ce que ça a été mesuré. Ça vous donne déjà un indice. Donc, on consulte la littérature pour pouvoir voir qu'est-ce qui existe déjà. Maintenant, ça arrive souvent qu'on en a plusieurs. Lequel qui est le meilleur? Lequel comprend? Alors, l'appréciation du choix des indicateurs, ça fait à partir de la littérature puis de son expérience. Donc, la facilité de lecture. Hein, donc, ici, on l'a défini, j'ai plusieurs indicateurs, la facilité de lecture de mes indicateurs. La compréhension des items, donc la clarté des questions. La sensibilité de mon instrument de mesure, de ma variable de recherche. Un exemple de la sensibilité. Alors, ici, je vais le lire avec vous parce que ça, c'est très important. Je vais prendre mon temps. Dans le cadre d'une étude sur les facteurs explicatifs des évolutions sectorielles dans le domaine pharmaceutique, un chercheur choisit d'utiliser le nombre d'entreprises présentes dans le secteur. Donc, on définit que l'intensité va être mesurée par le nombre d'entreprises dans le secteur pour mesurer la concentration du secteur, donc l'intensité. Il juge cet instrument comme insuffisamment sensible pour appréhender les variations du concept de concentration, car la diminution du nombre d'entreprises présentes dans le secteur ne tient pas compte de la taille. Alors, je peux avoir plusieurs entreprises, et ce sont de petites entreprises. Puis je peux avoir peu d'entreprises et de très grosses entreprises. Quand il y en a une qui quitte le secteur, ce n'est pas le même impact. Et quand je parle de taille d'entreprise, ça peut être en termes de chiffre d'affaires ou du nombre d'employés. Donc, s'il y a une entreprise qui quitte mon secteur, il y a 10 employés, puis j'en ai une autre qui est multinationale, qui c'est des millions d'employés, ce n'est pas le même impact. Donc, voyez-vous, quand vous créez une variable de recherche à partir d'indicateurs, il faut avoir en tête que est-ce que je respecte la sensibilité de mon indicateur ou de ma variable de recherche? Et ça, c'est important. Il faut se poser cette question-là. Finalement, le type de shell dont j'ai besoin puis le mode de collecte de données. Alors, vous avez 4 grandes familles d'échelles. Vous avez des échelles nominales. Donc, l'échelle nominale, c'est l'échelle qualitative. Alors, si je vous demande dans quel secteur d'activité que vous travaillez, bien, je suis soit dans le métallurgique, je suis soit dans les PME, je suis soit dans l'électricité. Voyez-vous, c'est qualitatif. Il n'y a pas d'ordre. L'échelle ordinale, si je vous demande quel est votre degré de scolarité. Donc, plus j'avance vers l'université, bien, plus je suis, voyez-vous, c'est ordinal. J'ai été avant au primaire, après ça au secondaire, collégial, universitaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Il y a un ordre. Ensuite, ça, des échelles non métriques. Ensuite, vous avez des échelles métriques, échelles d'intervalle. Si je vous demande quel est votre revenu annuel, je vous donne ça par classe. Donc, ça, c'est d'intervalle. Et finalement, les échelles ratio, si je vous demande quel est votre pourcentage de votre revenu que vous consacrez à la nourriture. Ça, c'est une échelle ratio. Le recueil de données. Le recueil de données peut être primaire ou secondaire. Les données primaires, c'est la donnée brute. C'est celle, bien souvent, qu'on a recueillie par soi-même, qui n'a pas été formatée ni agrégée, ni colligée. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir des données secondaires? Par des études de cas. L'information est recueillie sur des sites ou sur un site auprès d'une ou de plusieurs personnes. On peut faire des observations. Ensuite, par sondage, enquête par questionnaire, l'information est recueillie auprès d'un échantillon.
Ensuite, par expérimentation ou quasi-expérimentation, donc soit en laboratoire ou sur le terrain. Et finalement, les simulations, donc l'information est colligée sur un site particulier. Donc, je vais regarder la performance d'une nouvelle chips de moteur. Et là, je vais la simuler à différentes pressions, à différents vents, différentes températures pour voir sa résistance. Les données secondaires par opposition, mais c'est des données que vous avez bien souvent pas que recueillies. Ce n'est pas vous qui avez recueilli l'information primaire. C'est des données déjà formatées, colligées, corrigées, publiées. Donc, le plus bel exemple de ça, c'est les données officielles de Statistique Canada sur les revenus, sur les particuliers, sur les revenus des ménages, sur la santé, par exemple. Donc, c'est des données qui sont formatées et agrégées. Vous ne pouvez pas revenir à la source. Les types maintenant de questions que vous pouvez avoir, les types de mesures. Alors, une question ouverte. Je vous demande, par exemple, quels sont les enjeux et les défis dans les 10 prochaines années sur l'environnement? C'est quoi les enjeux de l'environnement? Fait que là, je vous pose cette question-là, puis je peux avoir plusieurs réponses. Hein? Fait que c'est une question ouverte. Je vous laisse libre de répondre. Il n'y a pas de guide. Question ouverte précodifiée, à la différence de la précédente, c'est que tout simplement, cette question-là, j'ai déjà une grille de codification. Puis peu importe les informations que vous allez me donner, je vais déjà codifier. Question binaire, dichotomique, mais quel est votre genre? Masculin, féminin. Question fermée à choix multiples. Quel est votre revenu d'emploi parmi les classes suivantes? Et finalement, question fermée à choix multiples. Bien, je vous pose, quel est votre degré d'accord sur les enjeux nucléaires au monde? Et là, il y a plusieurs caractéristiques, puis vous me donnez sur chacune des caractéristiques, vous me donnez votre degré d'accord. Donc, ça, c'est les types d'échelles qu'on retrouve souvent dans un questionnaire. Ensuite, après le questionnaire, un autre mode de collecte de données, on a l'expérimentation. Alors, l'expérimentation va surtout nous aider à répondre à la question suivante. C'est quoi l'impact de X sur Y? Un lien de causalité. Hein, ça, c'est le mode privilégié pour aller voir s'il y a de la causalité. Mais pour aller voir de la causalité, faire un plan d'expérimentation, on doit s'assurer de la double affectation aléatoire. Donc, moi, je veux savoir l'effet de la publicité ou de les publicités sur le tabagisme. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner de façon aléatoire des individus qui vont faire partie de mon plan d'expérimentation, qui vont être mes unités d'expérimentation. J'ai 10 sujets ou j'ai 9 sujets. De façon aléatoire, je vais aller attribuer le groupe de contrôle. Donc, de façon aléatoire, mon premier stimuli, c'est mon contrôle, mon groupe de contrôle. De façon aléatoire, je choisis 3 personnes qui vont voir ce stimuli-là. Ensuite, j'ai 2 publicités. Il y en a une qui montre où une personne est à l'hôpital, elle est mourante. Il y en a une autre où est-ce que c'est plus trendy de fumer. De façon aléatoire, je vais administrer sur les 6 sujets qui restent les 2 stimuli. J'ai ma double affectation aléatoire. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que je veux m'assurer que mon lien de causalité, il ne sera pas influencé par des variables externes, des variables parasites qui pourraient venir nuire à cette relation-là, à la conclusion que je vais avoir. Est-ce qu'il y a un effet, oui ou non? À la toute fin. Quels sont les types d'expérimentation? J'en ai énuméré quelques-uns pour vous. Alors, le plan expérimental classique, vous avez le plan après, le plan avant-après, le plan de Salomon. Les plans statistiques, ceux qu'on retrouve le plus souvent.
le plan complet, le bloc aléatoire, le plan factoriel fractionné, carré latin, gréco-latin, les plans factoriels avec covariants, et finalement les plans quasi expérimentaux, lorsqu'on ne peut pas garantir à 100% de la double affectation aléatoire, par exemple. On a les plans avec série temporelle et les études de cohorte. Finalement, le nettoyage des données et génération des variables. Du moment qu'on a connecté nos données, qu'on a nos données, il faut s'assurer que nos données sont bonnes. Parce qu'il y a des valeurs suspectes là-dedans. Il y a des valeurs qui me semblent bizarres. Parce que j'ai mon répondant, est-ce que j'ai eu la fatigue du répondant jusqu'en dernier, il a relâché? Alors, on doit nettoyer nos données. Que ce soit par questionnaire, par simulation de données secondaires, on procède au contrôle de l'information. Moi, souvent, je regarde une base de données, je l'ouvre, ma base de données, puis je la regarde, puis je suis mon répondant, je suis mon observation. Et je me dis, est-ce que ça fait du sens? Pas juste parce que je cherche peut-être potentiellement une erreur, mais peut-être aussi pour m'aider à comprendre ma base de données. Quand je la vois physiquement, ça m'aide à la comprendre, pas juste à la corriger. Donc, ça me permet aussi d'apercevoir ou de voir les données qui pourraient me paraître suspectes ou aberrantes. On génère les nouvelles variables. Du moment que on a nettoyé notre base de données, là, on va générer nos nouvelles variables. On va faire notre création de variables qui vont servir à répondre à ça ici. On doit s'assurer que les nouvelles variables respectent les conditions d'utilisation. C'est important. Chaque méthode d'analyse statistique, quand on fait de l'inférence, il y a toujours des prérequis à vérifier. Par exemple, comme la normalité des variables. Un exemple de variable. Alors, au départ, j'ai mon concept efficacité stratégique qui vient de la théorie, qui est bien défini. On me dit que l'efficacité stratégique est mesurée par deux dimensions théoriques qu'on définit encore. Performance commerciale et performance financière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension de la performance financière. Ça peut être mesuré par le chiffre d'affaires. J'ai besoin de deux indicateurs, le chiffre d'affaires et le profit. Ma variable de recherche, finalement, c'est ma performance que je vais. Voyez-vous, je passe du théorique à l'empirique. Performance commerciale, c'est mon théorique. Puis mon empirique, ça va être mon indice. C'est le profit divisé par le chiffre d'affaires. Ça va être mon indice que je vais utiliser. Mais bien souvent, quand on est avec des questionnaires, ce n'est pas aussi direct que ça. Souvent, on travaille avec des échelles psychométriques. Alors ici, vous avez un exemple. Où est-ce qu'on a mesuré la communication puis le niveau de participation de la prise à la décision en gestion de projet. Là, on est dans un contexte de gestion de projet. Ces deux dimensions-là sont mesurées par les items suivants. La communication, vous avez 10 items qui captent la communication au sein du processus. Et le niveau de participation à la prise à la décision, vous avez 5 items qui mesurent cette dimension-là ici. L'échelle privilégiée, c'est une échelle de Likert à 7 points d'ancrage, 1 tout à fait en désaccord, à 7 tout à fait en accord. Et la façon d'aller capturer le concept de communication, ça sera la moyenne des 7 items, des 10 items. Ça va vous ramener avec un score de 1 à 7. La même chose pour le niveau de participation prise à la décision. On ira chercher la moyenne. La littérature nous dit qu'on prend la moyenne des 5 et on a une validité de la mesure. Ça représente bien le niveau de participation de prise à la décision. Et quand je dis la littérature, c'est parce que la communication, vous avez la référence à la première ligne, puis l'indice, le PDP, vous avez aussi la référence. Les références des gens qui ont travaillé la mesure et qui ont travaillé la validité de la mesure, puis on dit, voici, si vous prenez la moyenne de ces 10 items-là, vous avez la validité de construit. Donc là, je suis à l'étape finale, où je génère
ma variable de recherche. Alors, la conclusion. Finalement, pour relier problématique, question de recherche aux données, c'est quoi qu'il faut faire? On fait une revue littérature. On regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait sur le plan empirique, sur le plan théorique. Et là, on se dit, bon, bien écoutez, moi, je pense que ce problème-là, il est important. Je l'explique pourquoi il est important. Pourquoi c'est important d'y répondre? J'arrive à ma question de recherche. Maintenant que j'ai ma question de recherche, j'ai mes hypothèses qui suivent. Je mets en relation certaines dimensions, certains concepts. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin pour vérifier ça? Je ne peux pas rester que là. J'énonce mes hypothèses. J'ai besoin des données. Mais les données que j'ai besoin, bien, il y a plusieurs façons d'aller les collecter. Plusieurs façons. C'est quoi que j'ai besoin, les échelles? Comment je les collecte? Auprès de qui? Combien? J'ai besoin de mon design de recherche. Voyez-vous, c'est important de faire la relation entre question de recherche, données dont j'ai besoin. Ça se passe dans votre design de recherche. C'est là vraiment que vous allez relier les deux. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Alvar. Sur le bouton. Oui. On n'entend pas la... Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, puis on te voit aussi. Ah, OK. C'est bon. Tu parlais de la variable de contrôle, mais qu'est-ce que tu fais quand, dans plusieurs expériences, les variables sont les mêmes, mais la variable de contrôle change? En fait, l'idée, c'est, comme je comprends l'idée en arrière de la variable de contrôle, mais disons que tu as 5 variables et dans 5 et plusieurs expériences, la seule chose qui change, c'est la variable de contrôle parce que les chercheurs, ils ont décidé d'utiliser un ou l'autre. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, en regardant la littérature, en faisant notre proposition, notre méthodologie, comment, là, quelle variable de contrôle est-ce qu'on va trouver et on va mettre quand on a vu que dans les 5, disons, les variables les plus importantes dans la thématique où tu essaies de faire ta recherche, ça c'est comment ils l'ont utilisé à gauche et à droite. Écoutez, je vais essayer de résumer, puis vous me corrigerez si je bifurque ou si j'ai mal compris la question. Mais quand vous dites que vous avez plusieurs expériences, qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs expériences? Plusieurs, en essayant de répondre la même question, d'un type de sujet, des chercheurs différents ont pris les mêmes variables. Oui. Et chacun a trouvé, a mis la variable de contrôle différente. Bon, je vous dirais que bien souvent, ça dépend comment est-ce qu'on collecte les données. Alors, si on collecte les données par questionnaire, bien, il faut y aller avec son propre jugement aussi. Puis, bien souvent, moi, je dis aux étudiants, vous avez une panoplie dans la littérature. Il y a beaucoup d'informations dans la littérature. Donc, on va essayer d'aller chercher un consensus à travers la littérature. Laquelle qui est le plus ressorti? Puis pourquoi qu'il y en a qui en ont rajouté? Peut-être parce qu'ils étaient dans des contextes très particuliers. Puis là, ils devaient contrôler par cette variable-là. Donc, il faut se ramener à notre contexte à nous. Puis se dire lesquels qui peuvent avoir un impact sur le système ou sur la question de recherche. Ah, c'est là que je vais faire mon choix. Sinon, si vous avez un doute puis vous pensez qu'elles sont toutes bonnes, excusez-moi, à ce moment-là, c'est peut-être d'aller les cueillir, ces informations-là. Puis de les mettre dans vos analyses statistiques. Puis celles qui ne sont pas significatives, bien, elles ne sont pas significatives. Mais il faut toujours avoir une idée en tête que votre variable de contrôle,
c'est que dans la littérature, ben, on s'entend pour dire, par exemple, que la taille des entreprises, elle a un impact. Pourquoi qu'elle a un impact? Parce qu'elle n'a pas les mêmes ressources qu'une petite entreprise. Donc, il faut que je vienne contrôler ça. Elle a plus de revenus, plus de ressources, plus de capital humain. Donc, c'est sûr qu'elle va venir influencer le système dans lequel je veux tester. Maintenant, si quelqu'un me dit qu'il y a le secteur, ben, c'est vrai aussi que le secteur peut avoir un impact. Puis lui, il n'en avait pas tenu compte du secteur, le premier. Mais moi, je trouve que oui, c'est vrai qu'il y a un impact du secteur. Ben, il n'y a rien qui m'empêche d'aller collecter les deux. Donc, moi, je dis que on se base sur la littérature, on se base après le contexte dans lequel je suis. Puis là, je fais un choix. Si malheureusement, en bout de piste, vous avez collecté vos données, puis vous réfléchissez par après, puis vous dites, ah, j'aurais dû la collecter, celle-là, je ne l'ai pas la collectée, bien, limite la recherche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça que c'est important de faire un design de recherche. Dans le design, vous avez fait votre revue de littérature, vous savez c'est quoi vos variables de contrôle. Mais vous allez faire un choix, mais les variables de contrôle que vous allez utiliser, des fois, ne sont pas toujours traitables sur le plan statistique, mais peut-être vous allez en perdre une ou deux. Désolé de vous interrompre un instant. Si la question est finie, Albert, pourrais-tu repasser sur les boutons pour que la caméra suive Carmen? OK, merci. Est-ce que c'est un peu plus clair, Albert? Oui, c'est un choix de chercheur, hein? Il ne faut pas oublier que les variables de contrôle qu'on utilise, c'est un choix de chercheur d'après la problématique que j'ai. S'il y en a plusieurs, je vais faire un choix là-dedans. Je vais y aller selon le contexte que... Mais peut-être dans les choix que vous allez utiliser, peut-être ça ne s'appliquera pas non plus à votre design de recherche. Peut-être que vous ne serez pas capable. Il faut garder ça en tête. Oui. Les choix de chercheurs peuvent aussi être très contestables par d'autres chercheurs, il faut dire, parce que si on ne met pas des variables de contrôle en disant c'est un choix de chercheur, je l'ai oublié, et qu'on essaye de mesurer l'innovation, mais qu'on n'a pas pris les dépenses en R&D, je pense que ça ne va pas passer, même si... Ben moi, je vais vous répondre à ça. Si un reviseur vous dit, pourquoi vous n'avez pas choisi cette variable de contrôle-là? Il y a une raison. Puis ce reviseur-là va vous dire en plus, allez lire tel article. Alors, il faut se poser la question, est-ce que j'ai fait une revue de littérature exhaustive? J'ai moi mes devoirs à faire aussi en tant que chercheur. Le passage du théorique à l'empirique, ce n'est pas juste collecter des données, c'est aussi faire en amont, faire une bonne revue de littérature. Puis là, on se positionne par rapport au paradigme, donc par rapport à une école de pensée. Oui. Moi, j'ai une question. Pour distinguer les variables d'intérêt des variables de contrôle, pour continuer sur la lancée des étudiants dans la classe, si une variable dans une autre étude est une variable explicative d'intérêt sur laquelle il y a des hypothèses, oui. Et que dans notre article, on a une toute autre hypothèse sur d'autres variables. Donc, la variable qui était une variable explicative dans un article peut devenir une variable de contrôle pour notre article parce qu'il a été déjà démontré qu'il y avait une relation entre cette autre variable-là et la variable d'intérêt. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas continuer de mettre des hypothèses sur les variables qui ont déjà été dans d'autres études, ou on prend pour acquis que ces études-là sont valides et que ces variables-là sont des variables explicatives, ont déjà été expliquées. La relation entre la variable explicative et la variable d'intérêt a déjà été démontrée. Donc, on sait qu'il y a une relation. Donc, pour nous, comme ce n'est pas notre question de recherche,
on la met comme variable de contrôle et on peut se permettre d'aller regarder les autres variables. Donc, ce que tu nous dis, Carl, c'est qu'il faut aller faire un tour de toute la littérature pour voir toutes les relations qui existent entre les variables explicatives possibles qui ont déjà été étudiées et la variable d'intérêt. Et puis pour nous, comme ça, ce n'est pas notre question de recherche, bien, on les met comme variables de contrôle d'une certaine façon, c'est ça? Je peux les mettre comme variable de contrôle, mais pour répondre à la question, Catherine, je vais aller beaucoup plus loin. Ta variable d'intérêt que tu utilises comme variable de contrôle, il faut toujours... Il existe en recherche un type de recherche où est-ce qu'on recense une partie de la littérature et on dénombre, dont je ne me souviens pas le nom, là, si quelqu'un peut me... Une méga, je ne me souviens plus, c'est quoi le méta-analyse. Alors, moi, je te pose, je renverse je réponds à ta question et je repose une question à travers ça. Si tu as une variable d'intérêt, elle a toujours été démontrée sur plusieurs années, dans plusieurs contextes, qu'elle était toujours significative et positive. Bien, je te dirais qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas de doute à l'utiliser comme variable de contrôle. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de littérature, là, je vais être prudent. Parce que si dans la littérature, on a trouvé un impact positif et que moi, je n'obtiens pas d'impact, à ce moment-là, est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est tout simplement contextuel? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui fait qu'elle n'est pas sortie? C'est sûr que je n'ai pas d'hypothèse là-dessus, mais je vais le dire par contre je vais le dire dans mes résultats que je n'ai pas eu même si je n'ai pas d'hypothèse, je vais dire que cette variable-là n'a pas d'effet. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je peux l'utiliser comme variable de contrôle? Je te dirais que je l'utiliserais comme variable de contrôle dans la mesure où elle a été fortement validée par la littérature. Donc, j'ai beaucoup de littérature en arrière qui m'appuie pour ne pas mettre d'hypothèse là-dessus. Est-ce qu'il y a des contraires? Oui. Ça a engendré des questions. Hein. Oui, il faut mettre le... Donc, la question que j'ai à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait si la littérature se contredit? Merci. Parce que... Écoutez, moi, je vous dirais que bien souvent, par expérience, et là, c'est l'expérience qui parle. Il n'y a pas juste un pan de littérature, il y en a beaucoup. C'est sûr que quand je fais une revue littérature, mon objectif, là, c'est pas de partir comme ça. C'est de partir comme ça. Donc, je m'en vais, puis là, je ratisse. Puis je m'appuie sur des paradigmes déjà, sur un pan de littérature. Je m'appuie là-dessus. Oui, mais c'est sûr, c'est un choix de chercheur. Là. Puis je l'explique pourquoi c'est ça que j'utilise. Oui. Je pense que c'était avant. Non, vas-y. Là, si je regarde la question dans le contexte démystifier les mégadonnées, oui. Et je repars à la séance 1, on avait 3 grandes catégories de données, là, les données qualitatives, quantitatives et les données issues du web, dans le fond. Dans un contexte où on va chercher des nouvelles variables issus du web, donc des nouveaux indicateurs qu'on a vus dans les semaines passées. Ce sont des nouvelles mesures, des nouveaux indicateurs. Il n'y a pas forcément de littérature là-dessus. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut vraiment avoir des variables dites de contrôle si on va chercher uniquement des variables issues du web? Ou la recommandation, ce serait de quand même en avoir issues des données traditionnelles, que ce soit qualitatives ou quantitatives, et qu'on ait des hypothèses sur les nouvelles mesures qu'on veut tester issues du web, mais qu'on ait quand même des variables de contrôle. Parce que si je comprends bien, ces nouvelles mesures-là qui n'ont pas encore été validées dans la littérature, il n'y a pas eu de grande quantité d'articles qui ont utilisé ces données-là, elles ne pourraient pas agir comme variable de contrôle. Ouais. Est-ce que je comprends bien? Oui, tu comprends bien. En fait, là, ce qu'il faut dire ici, c'est que pour reprendre ton exemple du web, tu ne peux pas dire que tu vas être en inférence, vraiment. Tu vas être en exploration.
Tu vas donner un premier portrait de ce que tu vois. Hein? Puis ton premier portrait, tu l'as observé. Il y a des choses que tu vas observer, puis il y a des choses que tu n'observeras pas. Ça ne veut pas dire que dans l'année suivante, tu vas observer les mêmes affaires. Donc, quand je fais de l'exploration, on donne un premier jet, on donne une première vue sur ce qu'on observe. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à ce que tu dis, si je veux contrôler par des variables qui viennent de la littérature, c'est quoi mon objectif ici? Est-ce que mon objectif, c'est tout simplement faire de l'inférence puis de montrer qu'est-ce qui est significatif? Ou c'est de montrer les variables web expliquent combien de plus que les autres variables observées qui proviennent de la littérature? Là, je ne suis plus en inférence. Je m'adresse à savoir c'est quoi mon pourcentage expliqué par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, si mon modèle théorique me dit que j'explique 40 je prends le même modèle théorique et je rajoute les variables du web et j'explique 60 ça veut dire que ma contribution est de 20 Est-ce que c'est bon, ça? Oui. Maintenant, si j'ai 20 j'ai 40 j'explique 45 j'ai quand même 5 de plus. Je vais prendre un exemple qu'un vieux statisticien m'avait déjà dit, un vieux professeur statisticien m'avait dit, quand je fais ça ici, hein, si dans ma prévision, j'ai 5 de plus, mais que je vais chercher 5 ou 15 000 de plus, OK, il n'y a peut-être pas d'effet différent, c'est peut-être pas différent avec l'ancien modèle, mais j'ai quand même 15 000 de plus. Donc, l'approche n'est pas la même. J'ai une approche ici en inférence, puis dans l'autre côté, j'ai une approche où je vais voir la contribution. Combien de plus que je capture? Oui. Mais en suivant la série de questions, on arrive un peu, peut-être je me trompe, mais je le vois un peu comme un phénomène de l'œuf et la poule, dépendamment de ce que tu veux comment chercher et le type de données, et tu essaies peut-être comment de trouver des différents types de données, et je trouve peut-être, je viens de commencer dans ce domaine-là, dans la recherche, mais je vois que beaucoup d'expériences ont été faites à cause des données qui étaient disponibles. Et c'est un peu comme, si on la répète là, on va plus ou moins trouver des choses plus similaires. Et moi, je vais aller un petit peu plus loin à ce que vous dites, là, puis je veux revenir avec, parce que vous deux, là, ça coïncide ce que vous dites. Il y a un rapprochement entre les deux. C'est sûr que moi, je suis un expert dans mon domaine, je suis un expert dans le domaine dans lequel je suis, puis moi, je dis, voici ce que la littérature dit, puis moi, je vais aller plus loin parce que comme je connais bien le contexte, je connais bien le terrain, je sais qu'il y a d'autres choses qui viennent influencer. Catherine a parlé des variables du web, il y a d'autres choses qui viennent influencer. Alors, à ce moment-là, c'est tout à fait légitime de se poser les variables du web, est-ce qu'ils sont complémentaires aux variables qu'on mesurait antérieurement par la théorie? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles sont pareilles? Qu'est-ce qu'elles nous donnent de plus d'informations? Ça, c'est un cas. Dans l'autre cas, où je suis un expert dans mon domaine, puis je me dis, je n'ai pas cette source d'information-là, je m'en vais sur le terrain, je fais une étude qualitative pour comprendre. Là, voyez-vous, là, je n'essaie pas de généraliser, j'essaie de comprendre. Je m'en vais sur le terrain, je vais voir des experts, je leur dis, bon, expliquez-moi, là, c'est quoi qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Puis là, il y a des choses qui ressortent que la littérature ne m'avait pas données, parce que ce n'est pas statique. Hein? Quand je fais une recherche théorique, ce n'est pas vraiment statique. Alors, il y a peut-être d'autres phénomènes qui surviennent. Puis que là, je vais créer, ça m'amène à, c'est pas juste, quand on parle de démystifier, c'est aussi que les échelles, là, on partait de la théorie parce qu'elles étaient connues. Mais des fois, comme chercheur, les échelles sont peu connues, puis je dois les construire. Et quand je veux les construire, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille sur le plancher des vaches, autrement dit. Je vais voir le contexte, je vais consulter, puis là, je vais la construire parce qu'ils vont me donner de l'information. J'ai besoin de faire une étude qualitative avant. Je vais créer des indicateurs.
À partir des indicateurs, je vais travailler la fiabilité, la validité de la mesure, et par la suite, je vais arriver avec un indice. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le problème de la mesure. Comment est-ce qu'on doit le mesurer? Mais ça aussi, c'est important. Ce n'est pas juste à partir de la théorie. Des fois, comme vous dites toutes les deux, ça peut arriver où est-ce que je dois aller retourner dans le contexte et je dois... Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Bon, juste sur le plan technologique, là, si je fais une étude sur les technologies de l'information, il y a tellement de technologies qui ont sorti depuis les 10 dernières années. Les façons de faire sont différentes. Donc, j'ai besoin d'y retourner. Les données ne seront peut-être plus les mêmes, ou il va se rajouter de la donnée. Est-ce que ça répond bien aux questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, mais là, je n'ai pas le contrôle là-dessus, moi. Je pense que... Et tu veux-tu regarder sur le chat s'il y a des questions? Pour le moment, il y en a qui vient de la chat de Zoom, ni de LinkedIn. Je pense que le temps file, donc ce serait peut-être mieux. On est toujours ouvert aux questions, donc les personnes qui suivent l'atelier en ligne, vous pouvez continuer encore si vous voulez, à poser des questions sur le chat. Et on transférera ça à Carl. Là, Carl va faire la présentation de l'exercice. Ensuite, vous allez aller en groupe pendant 20 minutes. Vous travaillerez sur les exercices en groupe. Puis, une dernière 10 minutes, on va revenir à nouveau en session pleinaire et Carl va conclure. Donc, je te donne la parole, Carl, pour la présentation de l'exercice. D'accord, merci, David. Alors, le deuxième volet de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de mettre un peu en pratique, parce que là, c'est sûr que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais j'aimerais ça valider avec vous, vérifier avec vous votre degré de connaissance ou de connaissance et d'absorption de la matière d'aujourd'hui. Nous allons faire un atelier. Donc, je vous demanderai de vous partager en équipe. Peut-être qu'on va avoir les 4 d'un côté puis les 3 de l'autre. Et là, je vais lire l'exemple avec vous, puis je vais lire la question par la suite. Vous avez 20 minutes, 15-20 minutes. Je vais revenir, puis je vais m'adresser à vous pour savoir qu'est-ce qui en ressort de cette question-là. Quelles sont vos recommandations? À la fin, moi, je vais vous donner ce que moi, j'ai trouvé. On va essayer de faire un match entre les deux. Alors, l'exemple suivant, bon, vous avez la référence, vous pourrez aller le chercher sur Internet. Alors, depuis les 10 dernières années, on constate que le poids moyen des nouveau-nés tend à décroître. Pour comprendre ce phénomène observé, une équipe de recherche canadienne s'interroge sur les déterminants qui pourraient potentiellement influencer le poids des nourrissons. La littérature nous renseigne sur le poids moyen d'un bébé naissant qui devrait osciller en moyenne aux alentours de 3 kg. D'autres pans de littérature ont démontré que le poids des bébés naissants dépend d'une part de l'âge de la mère et de ses habitudes au tabagisme. Donc, il y a de la littérature là-dessus. Il y a déjà des analyses qui ont été faites là-dessus. Il y a déjà eu des conclusions. Elles auraient un effet négatif sur la croissance des bébés au sein de leur mère et donc, ces deux déterminants seraient des facteurs qui augmenteraient la probabilité d'avoir un enfant à la naissance pesant en dessous de 3 kg. Donc, notre variable de recherche, notre variable qu'on cherche à expliquer, c'est est-ce que le bébé il y a 3 kg et moins, ou plus de 3 kg. La question de recherche est quelles sont les caractéristiques qui augmentent ou réduisent la probabilité d'avoir un enfant, un bébé, ayant un poids plus petit ou égal à 3 kg à la naissance. Pour ce faire, on va parler de méthodologie. Comment est-ce qu'on va la faire, cette recherche-là? Une étude pan-canadienne est effectuée auprès de femmes âgées de 18 à 55 ans des 11 plus grandes villes du Canada. Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Québec. La référence des 10 villes les plus populeuses. Un échantillon aléatoire représentatif de 1000 femmes a été sélectionné à partir des dossiers médicaux des ministères de la Santé des provinces, en l'occurrence, des 11 plus grandes villes du Canada qui ont donné naissance à un enfant en 2019.
Dans les dossiers, les chercheurs ont recueilli l'âge de la mère ainsi que le poids du nourrisson. Selon vous, quelles données supplémentaires auriez-vous besoin, variables et échelles, c'est ça que je vous demande, pour répondre à la question de recherche? Et comment compteriez-vous collecter les données? Quelles données vous avez besoin, le type d'échelle, puis c'est quoi la source? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Où je vais l'obtenir, cette information-là? Est-ce que s'il y a des questions quant à l'exercice? Alors, je vous demanderai de vous mettre en équipe. Ah, ben moi, ça ne me dérange pas. Donc, pour les gens qui sont en ligne, je vais créer des salles avec 4-5 personnes par salle. Et sur la chat, mon collègue Martin Luzois a mis les liens pour télécharger les fichiers qui M. Saint-Pierre vient de nous présenter. Alors, je m'adresse à toutes les équipes. Est-ce qu'il y a une équipe qui veut tenter, qui veut me donner des indications quant aux variables, aux échelles, ainsi que où je puis trouver l'information? Si vous voulez, dans la salle, intervenir, peut-être peser sur le bouton pour qu'on puisse vous entendre. David, est-ce qu'on entend Alvar? David? Je pense que oui, c'est le bouton vert. OK. Le bouton n'est pas vert là, mais non, il faudrait d'abord, il faudrait repasser les boutons. C'est quel bouton? Tu pèses sur le bouton et la lumière verte devrait s'allumer. OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu l'entends, David? Parle Alvar. Pas super bien. Pas super bien, mais on t'entend un peu. Parle plus fort, Alvar. OK. On a quelques métriques. L'indice de masse corporelle des mères. Oui. Le poids. Oui. Donc, c'est le poids. C'est le pourcentage entre la taille et le poids. OK. Désolé. Peut-être que je trouvais le problème. Armand, peux-tu passer ton bouton? Oui. Armand? Oui. OK, good. Parle maintenant, Alvar. Allô? Maintenant, ça fonctionne. Le micro, ça ne fonctionne pas très bien, mais la caméra a bougé. OK. OK, là, vas-y. Tu peux aller. Donc, si tu veux récapituler, Alvar. Oui, notre première variable, c'est l'indice de masse corporelle. Rapproche-toi au micro, s'il te plaît, Alvar. OK. C'est mieux, David? OK. Là, c'est parfait, merci. OK. Notre première variable, c'est l'indice de masse corporelle. Excellent. C'est la relation entre la taille et le poids. Mm-hmm. Et on l'a fait comme une échelle Likert. Et 1, 2, 3, 4, 5, là, dépendamment des les ratios qu'ils donnent. Et la source, ça serait Santé Canada. Oui, c'est bon, c'est excellent. Maintenant, une échelle de 1 à 5. Pourquoi de 1 à 5? Si Santé Canada vous donne l'information, pourquoi pas prendre tout simplement la hauteur? Souvent, on les mesure, les gens, qu'on les pèse, qu'on ne fait pas le ratio nous-mêmes. C'est une variable beaucoup... Est-ce que c'est une variable plus riche que de 1 à 5? Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a les données déjà, premièrement. Si on prend juste l'indice de masse, ils vont nous donner dans quelle catégorie. OK. Et le 1 à 5, ça varie comment? 5, c'est je suis très... je suis overpoids ou... Je me rappelle correctement, c'est obèse, surpoids, normal. Oui. Et un peu comme un manque de santé et vraiment comme... Okay, donc, une échelle ordinaire. Il a une échelle ordinaire. Oui. Excellent. Est-ce que vous avez eu d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alvar, peux-tu repasser sur le bouton, s'il te plaît? Merci, Alvar. Oui,
Oui, donc nous, on s'est dit le nombre de cigarettes qui sont fumées par jour avant la grossesse et pendant la grossesse, la marque de cigarettes, puisqu'on s'est dit c'est des produits chimiques différents, on va essayer de retracer s'il y a quelque chose, un produit chimique spécial ou une concentration spéciale qui pourrait avoir un effet. Le poids, taille de la mère, effectivement, qui va jouer. Les origines de la mère qui pourraient jouer. On entend quoi par origine de la mère? C'est plus la composition génétique d'une certaine manière. On s'est dit, est-ce que la génétique va jouer là-dessus? Donc, on s'est dit, si on vient d'une région, région du globe, est-ce que ça va être différent d'une autre région du globe? Est-ce que ça va jouer sur la taille du bébé? Les revenus, on s'est dit que les revenus étaient assez importants puisque les personnes généralement de bas revenus sont plus petites de taille. Donc ça peut jouer. Le régime alimentaire de la mère. Le revenu peut avoir un rôle sur le régime alimentaire, c'est sûr. Exactement. Peut-être je m'offre des aliments de première nécessité qui sont de meilleure qualité. Exactement. Tout ça, la durée de la grossesse qui va être le plus gros facteur qui va jouer. Si elle mène à terme, c'est sûr qu'elle va avoir un beau bébé. Si elle ne mène pas à terme, elle accouche au 7e mois, c'est clair qu'il sera sous-poids. Donc, il faut contrôler par la durée du nombre de semaines. La durée du nombre de semaines. Le nombre d'enfants dans la portée. Si c'est des... Je sais pas comment on dit. Désolé. La portée. Mais la portée, c'est un peu... Donc, si c'est des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc., ça va jouer sur la taille des bébés, puisqu'il y a moins de place. Le sexe du bébé, c'est dit les enfants, les garçons sont peut-être plus gros que les filles. C'est possible. Il y a un ratio. Le lieu de résidence de la mère, puisque c'est qu'il y a des produits chimiques dans l'eau qu'on boit, etc. Donc, est-ce que ça va jouer sur la grossesse? Effectivement, c'est bon. Hein, les facteurs contaminants de l'environnement. Si je suis à côté, je demeure à Val-d'Or, à côté de la mine, peut-être plus de chances d'avoir un enfant qui ne va pas à terme. Qui ne va pas à terme ou qui va être plus petit. Donc tout ça, et on s'est dit qu'on allait retracer la mère à travers Santé Canada et qu'on allait envoyer un questionnaire. Excellent. Excellent. Dans le questionnaire, on retrouve quoi? Les informations en chiffres, parce qu'on s'est demandé si on voulait faire un Likert scale, mais on s'est dit il vaut mieux, on classifie le nombre de cigarettes fumées directement, mais après on s'est dit autant demander le nombre et puis on a un chiffre exact. Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions, aussi bien de ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont... Peux-tu, Armand, répéter, s'il te plaît? Oui, s'il y a quelqu'un en ligne, il veut dire de quoi, il se suffit de lever la main. Je vois peut-être Tatiana, il me semble. Non, je me trompe. Oui, donc si je laisserai la parole à quelqu'un en ligne pour varier un petit peu. Oui, je pourrais essayer mentionner quelques variables que nous avons discutées. À côté de variables concernant la consommation de cigarettes, nous avons pensé également aux drogues, consommation de drogues, et nous Excellent. Considérer une échelle ou une question avec oui ou non plus, c'est-à-dire dichotomique et quelques plus spécifiques ou plus avec des quantités de fois de consommation. Alcool également. Excellent. Consommation d'alcool. Le revenu du ménage a été mentionné déjà, je crois. Oui. 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 Nous avons également considéré les origines de la mère. Oui. Oui. Et pour le moment, ce sera tout. Mais maintenant, Tatiana, oui. Excusez-moi, ces informations-là que vous nous proposez, oui. Vous les collectez comment et auprès de qui? Par questionnaire? Nous avons plutôt discuté que ça sera collecté par questionnaire. Excellent. Oui.
Et également, via cette, je ne sais pas en quelle mesure il y a certains qui sont inclus dans la fiche médicale du patient. Excellent, excellent. Une source importante à ne pas négliger. On peut trouver beaucoup de choses dans le carnet de santé de la mère. Oui. Excellent, Tatiana. Excellent pour votre équipe. Félicitations. Oui, Alvar. Nous avons un dernier, que c'est le nombre de suivis médicaux Oui, le nombre de suivis médicaux aussi, ça peut jouer. par les médecins. On peut l'avoir dans le dossier médical. Là. Médical. On avait aussi le nombre de fumeurs dans l'entourage. Oui. Les secondes. Qui je fréquente. Mon réseautage, effectivement. Je n'avais vraiment pas pensé à ça. C'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir aussi bien en ligne qu'en classe? Avant que je donne, moi, mes suggestions, puis que vous me dites si elles sont bonnes ou pas. Encore une variable que nous avons discuté concernant le type d'accompagnement médical, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement comment ça se passe au Canada, mais il y a un certain type de variabilité en termes d'assurance médicale. Et si c'est gratuit comme au Québec ou si ce n'est pas gratuit, je ne sais pas exactement, mais Oui, quelque chose lié avec type d'assurance et type d'accompagnement médical pendant la grossesse et pas seulement. Effectivement, il peut y avoir. Est-ce que la personne a un soutien d'assurance médicale ou non? Si j'ai un soutien et que finalement, il y a des petits soucis de santé qui se présentent, ça va être plus facile pour moi d'aller consulter parce que c'est directement relié au revenu. Hein? Si mon revenu est très faible puis j'ai des petits soucis, des fois, on peut négliger. Effectivement, il pourrait y avoir un impact. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? On avait discuté, mais la santé mentale, mais on était un peu bouleversé concernant les comment. Donc, on avait dit qu'il y a des tests en ligne, mais aussi ce type de données sont un peu plus délicats. Faudrait regarder dans la littérature s'il y a vraiment une relation directe entre le poids du bébé et le facteur de santé mentale du parent. Oui. Il nous reste 5 minutes. Le médicament que vous pouvez prendre aussi. Alors, je vais vous donner ce que moi j'ai trouvé. Puis vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez le droit de ne pas être d'accord, puis je vous demanderai juste si vous êtes de me dire si vous n'êtes pas d'accord pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Alors, moi, je vais trouver 3 sources. Dossiers médicaux, comme Tatiana, comme données secondaires, par questionnaire et les données environnementales. Donc, auprès d'un ministère de l'Environnement, parce que je regarde les régions, je regarde les villes, les contaminants. Est-ce qu'il y a eu un déversement? Hein? Comme au lac Mégantic, quand il y a eu le feu incroyable du train. Alors, commençons par les dossiers médicaux rapidement. Le nombre de semaines de grossesse à ce jour. Le poids moyen de la mère au cours des 3 dernières années. Pression artérielle moyenne. Que cette personne-là a des problèmes de pression artérielle. Type de problème développé, observé de la mère par la mère qui serait relié à la grossesse. Donc, il faut regarder les fichiers médicaux, répertorier tous les problèmes médicaux prénataux. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes prénataux? Est-ce qu'elle a été obligée d'avoir un congé de maternité anticipé parce qu'il y a eu des problèmes de grossesse? Donc, si il y a eu 3 grossesses et les 2 premières ont été difficiles et il y a eu des retraits préventifs, on peut peut-être s'attendre que le 3e va être aussi difficile. Nombre d'enfants avant 2018. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Où a-t-elle eu d'autres enfants? Est-ce que vous avez eu avez-vous déjà eu des enfants précédemment? Si oui, combien? Le nombre de fausses couches.
Ou avez-vous eu des fausses couches avant? Donc, ça touche la précarité de la grossesse, l'historique de la précarité des grossesses, les antécédents médicaux de la mère, répertorier tout problème médical majeur qui pourrait nuire à la santé, à l'état de la mère et construire des variables binaires. Donc, tous les problèmes de santé qu'il aurait pu avoir, puis ramener à des classes, comme le cancer, la maladie, les maladies coronariennes, maladies reliées au sang, le diabète, les maladies lourdes là, qui pourraient jouer. On les répertorie. Aller chercher le code postal de la mère, qui va nous donner une information quant à la localisation où elle est. Questionnaire, donc les données primaires. Je l'administre du 11 janvier au 15 mars. 3 rappels sur les 1000 femmes. Le nombre d'enfants avant 2018, où a-t-elle eu des enfants? Je peux aller chercher l'information et voir si l'information que j'ai au niveau de la donnée publique est la même que par questionnaire. Encore le nombre de fausses couches. Avez-vous une grossesse à risque? Le revenu familial moyen qui a été nommé, excellent. L'état matrimonial. L'habitude alimentaire, mes choix d'aliments. Êtes-vous fumeuse, oui ou non? Si oui, combien de cigarettes? Consommez-vous des produits illicites? Si oui, combien? À quelle fréquence? Le plus haut niveau de scolarité atteint. Le type de travail et le niveau de poste moyen. Le type de travail que je fais peut être très stressant, ce qui fait que j'ai de la misère à mener mes grossesses à terme. Propriétaire ou locataire? Quel quartier demeurez-vous? Encore, on fait référence au code postal. Finalement, les données environnementales. Archives publiques, on regarde les archives publiques. Est-ce qu'il y a eu des déversements de polluants? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de polluants dans les 3 dernières années? Et si oui, on les répertorie, parce qu'il y en a qui ont des nocivités beaucoup plus fortes que d'autres. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que j'ajouterais, comme je ne suis pas j'ajouterais, j'oublie si on l'avait mentionné, mais peut-être comme variable de contrôle l'âge. Oui. Oui. Je ne suis pas du tout un expert, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. L'âge de la mère. Oui. Dans l'énoncé, on disait que tu vas avoir tu peux avoir aussi bien dans les dossiers médicaux que par questionnaire. Souvent, des fois, on pose quelques questions dans le questionnaire qui fait référence déjà à des données publiques qu'on a parce que ça nous permet de voir la véracité de la réponse. Oui. Moi, je n'ai pas une question, j'ai plutôt un commentaire et d'une certaine façon une pub pour la dernière séance, la séance 10. On a parlé beaucoup de données qui sont très, très personnelles et des données qui vont être triangulées et qui proviennent de différentes sources qu'on cumule pour avoir beaucoup d'informations sur une seule et même personne, souvent à l'insu de cette personne-là. Donc, je pense que dans toutes les recherches qui vont devoir être faites, que ce soit des recherches sur des entreprises particulières ou sur des individus particuliers, il y a toute une éthique des données, notamment des mégadonnées qui doivent être prises en considération quand on va collecter des données pour lesquelles la personne n'a pas nécessairement donné la permission d'obtenir ces données-là ou de les jumeler à d'autres informations. Donc, si vous êtes en ligne, joignez-vous à nous pour la dernière séance, la séance 10, qui va porter justement sur l'éthique des données. Je pense que c'est important parce que là, on est sorti du cadre du genre d'études qu'on fait normalement dans mon équipe, mais en général, c'est des données sur les individus, surtout quand on va chercher des mégadonnées et qu'on les jumelle avec des données de questionnaires, des données publiques, des données qui proviennent des dossiers médicaux qui sont des données protégées. Là, on vient de jumeler au moins 3-4 sources de données. Puis, il faut être prudent dans ce genre d'analyse-là, parce qu'on peut penser que tout est possible. En réalité, on se heurte souvent à des... Ça prend des autorisations. Et c'est sûr que l'éthique, c'est très important. Puis la sécurité, parce que du moment où vous sortez cette information-là, vous devez être bétonné quant à la sécurité.
hein, parce que vous êtes lié à un certificat d'éthique. Tout à fait, cette séance-là, elle est primordiale parce que moi, j'ai donné plein de sources, là, mais ça ne veut pas dire que j'y aurais accès dans la vraie vie. Je pourrais avoir plusieurs barrières pour consulter ces... La question que je me pose toujours, c'est en tant que chercheur, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les données agrégées en ligne? Parce qu'il y a beaucoup d'agrégateurs en ligne qui vont aller collecter des données personnelles sur les gens. Et d'après ce que j'avais lu, à l'époque, on est capable de retrouver une personne à travers 3 achats Amazon seulement. Donc, de retracer, et après, cette personne, on peut la suivre sur Internet, savoir quel site elle a visité, quel est son revenu, ce genre de choses. Regarde cette question-là pour la dernière. Oui, c'est parce que c'est sur le plan de l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises qui cueillent l'information, il faut qu'ils assurent la sécurité et l'éthique de ça. Si vous allez à StatCan, Statistique Canada, il n'y a aucune donnée qui sort de là. Hein? Vous devez rentrer puis traiter vos données, puis tout est filtré après. Alors, pour avoir accès à des dossiers médicaux, mais peut-être que c'est le même genre de processus. Parce que justement, la séance 10, elle est importante, l'éthique et la sécurité. Très bon point, Catherine. C'est une pub pour le dernier. Donc, David, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Moi, je pense que c'était une très belle séance. Les gens ont participé. Il y a eu du transfert de connaissances, c'est clair. Et donc, moi, je suis très satisfait. Et oui, la dernière séance, c'est le 8 décembre. Vous savez, sur le chat, vous savez les liens, si vous voulez aller regarder. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Juste vous dire, revenez le 29 octobre pour la séance 6. Moi, je remercie Carl vraiment d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Et sinon, bonne journée à tout le monde.